Alors, bon. Moi, j'ai pris le parti de vous présenter pas à pas l'article qui est sorti cette année, donc qui a été publié à partir de la base de données Reabase, donc sur l'impact de la charge anticholinergique sur le retentissement fonctionnel et les performances cognitives dans la population qui est suivie pour des soins de réhabilitation psychosociale, un article qui est paru dans Psychological Medicine. Alors pour ceux qui étaient là l'année dernière, on avait déjà publié un article sur les caractéristiques fonctionnelles et cognitives des personnes traitées par clozapine dans la base de données. Et on avait donc vu que on avait quand même 1 sur 10 qui était traité par clozapine, ce qui n'était pas énorme par rapport à la population qui se présente en réhabilitation psychosociale, qui est plutôt des personnes résistantes. Et puis, on avait vu aussi que 31% des personnes qui étaient traitées par clozapine étaient aussi traitées par un anxiolytique et 9% étaient également traitées par un anticholinergique, qui était souvent un antiparkinsonien. Et que, bon, comme on avait noté qu'il y avait des altérations cognitives plus prononcées chez les personnes traitées par clozapine, ben, c'était un sujet qu'on avait discuté à la fin de ce premier article. Qu'en est-il de la prescription d'anticholinergiques, d'antiparkinsoniens en particulier, dans cette population? Donc, on sait que les anticholinergiques ont des effets secondaires centraux et périphériques. Périphériques, c'est ce qui est sécheresse buccale, vision trouble, rétention urinaire, constipation, et centraux, vous savez, les altérations cognitives. Et les syndromes confusionnels, évidemment. Il y a pas mal de publications qui montrent que ces effets des anticholinergiques, que ce soit périphériques ou centraux, ils ont un impact sur le fonctionnement au quotidien. Ils retentissent sur le fonctionnement au quotidien. La plupart des études portent sur des personnes âgées, c'est des études dans la population de gériatrie. On en a moins sur les sujets souffrant de schizophrénie. Par rapport justement au sujet souffrant de schizophrénie, on sait que de fait, ils sont exposés à des charges anticholinergiques importantes puisqu'il y a une utilisation extrêmement fréquente d'antiparkinsoniens, mais également d'autres traitements psychotropes qui ont une forte charge anticholinergique en plus de ces traitements antiparkinsoniens. Concernant la qualité de vie, et donc je vous disais, il y a une littérature abondante sur le retentissement fonctionnel, mais aussi sur la qualité de vie des personnes traitées par anticholinergiques, notamment de la population âgée, moins dans la schizophrénie, mais on a quand même l'European Schizophrenia Cohort qui a montré que les personnes traitées, les sujets qui sont de schizophrénie, qui sont traités par antipsychotiques avec une activité anticholinergique importante, ont une moins bonne qualité de vie psychique et physique que ceux qui ont des antipsychotiques avec charge cholinergique moins importante. Donc ça, c'est une donnée qu'on retrouve. Concernant les altérations cognitives, ben là c'est pareil, hein, on a pas mal d'articles, il y a une association forte entre charge anticholinergique et altération cognitive, bien documentée, d'autant plus à prendre en compte dans la population de personnes qui souffrent de schizophrénie, puisqu'on sait qu'ils ont des altérations cognitives qui elles-mêmes sont associées au retentissement dans la vie quotidienne, donc ça va majorer les choses. Par contre, on a peu d'études sur la population de personnes suivies en réhabilitation psychosociale et qui bénéficient de soins de réhabilitation psychosociale, et on ne sait pas vraiment dans quelle mesure la charge anticholinergique pourrait entraver les soins de réhabilitation psychosociale. On a quelques petits articles qu'on retrouve, 3 d'ailleurs, qu'on a retrouvés sur ce sujet. Un essai contrôlé randomisé, avec 55 sujets qui souffrent de schizophrénie et qui compare l'amélioration cognitive entre un groupe qui faisait des programmes de remédiation cognitive et un groupe qui suivait des jeux vidéo. Et on a remarqué qu'une charge anticholinergique élevée, donc mesurée par la charge anticholinergique dans le sérum, l'activité anticholinergique du sérum qui se mesure par radioimmunologie. Donc cette charge élevée était négativement associée à l'amélioration cognitive dans le groupe de sujets qui faisaient de la remédiation cognitive. Donc déjà, 55 sujets, mais c'était déjà un premier essai contrôlé randomisé. De la même manière, celui-là, 46 sujets qui souffrent aussi de schizophrénie, chez qui on propose un entraînement cognitif, et on voit que l'amélioration de la mémoire verbale est moindre chez ceux qui ont une charge anticholinergique importante. Et dernier article qui portait sur la charge anticholinergique chez des personnes en réhabilitation psychosociale, c'était une étude observationnelle dans une unité de soins médico-légales, donc type, c'était pas français, mais type UMD. 70 sujets admis dans cette unité qui participaient à des programmes de réhabilitation, et on voit qu'il y avait moins de bénéfices chez les sujets qui étaient soumis à des hautes charges anticholinergiques, et cette corrélation négative était médiée par de moindres performances cognitives chez les sujets
qui avaient une haute charge anticholinergique dans leur traitement. Donc, on voit que ces 3 études faibles effectifs, des populations sélectionnées, 2 petits essais contrôlés randomisés où les personnes acceptent de participer et une population médico-légale. On a donc peu de données sur l'impact de la charge anticholinergique chez les personnes qui souffrent de schizophrénie et qui bénéficient de soins de réhabilitation. Donc, ça a été l'objectif de cet article, d'explorer l'association entre charge anticholinergique des psychotropes, de tous les traitements psychotropes, et retentissement fonctionnel et sur les performances cognitives, donc chez les personnes qui souffrent de schizophrénie et qui sont inclus dans Réabase. Donc, on a inclus, c'était l'extraction de novembre 2019, donc on a inclus tous les patients avant novembre 2019 qui étaient dans Réabase et qui avaient un diagnostic DSM-5 de troubles du spectre de la schizophrénie, soit schizophrénie, schizoaffective, schizophrénie forte, tous les troubles du spectre, établi par l'entretien clinique du clinicien, puisque c'est lui qui le remplit. Alors, la question de la GAF qui a été inférieure à 61, donc on n'a pris que les sujets avec une GAF inférieure à 61, et les sujets pour lesquels l'information sur les psychotropes était disponible dans la base de données à l'évaluation initiale, parce que parfois c'était pas rempli. Donc, du coup, voilà la population. Bon, il y a eu toutes les autorisations pour la recherche en France. Donc, les outils utilisés, donc vous les connaissez, c'est ceux qu'il y a dans Réabase. Donc, la GAF, c'est celle dont on a déjà parlé. La CGI, donc c'est la sévérité de la maladie cotée subjectivement par le clinicien entre 1 et 7. La story, c'est le stade du rétablissement, avec 50 items regroupés en 10 groupes de 5 items, et qui nous permet de savoir le stade du rétablissement. On a la SQL 18, donc la qualité de vie, qui nous donne un score entre 0 et 100. Plus le score est élevé, meilleure est la qualité de vie. Le bien-être mental, c'est pareil. 14 items, score entre 14 et 66. Plus le score est élevé, meilleur est le bien-être. Et l'adhésion au traitement. Donc, c'est 10 questions, pareil, c'est un auto-questionnaire. Entre 0 et 10, plus le score est élevé, meilleure est l'adhésion au traitement. En ce qui concerne les tests cognitifs, on a pris donc ceux où on avait assez de données disponibles dans Réabase. Donc, la mémoire des chiffres de la Weiss. Alors, mémoire des chiffres de la Weiss, vous savez, c'est les séquences de chiffres que le patient doit répéter de plus en plus longues dans l'ordre et inversé. Donc, inversé pour la mémoire de travail. Et donc, on standardise, on a un score avec des ABAC et on a un score sur 20. Donc, plus le score est élevé, meilleure est la mémoire. Le rappel libre, rappel indice 16, c'est une liste de mots, de 16 mots qui sont présentés au patient, qu'il doit mémoriser, et après on le demande de faire un rappel libre, puis un rappel indicé selon la catégorie sémantique, 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis un rappel à 20 minutes, et les scores, c'est pareil, sont standardisés, plus ils sont élevés, meilleurs ils sont. Le D2, c'est les sigles D et P avec des petits crochets, 1 ou 2 petits crochets. Il faut balayer toute la feuille et ne barrer que ceux où il y a le D avec 2 petits crochets. Et donc, on mesure plusieurs choses. On mesure le total des nombres des correctement barrés moins les omissions et erreurs, juste le total des correctement barrés, et ensuite le E, c'est omission et erreur divisé par le nombre total de barrés en pourcentage. Donc voilà. Et le test des commissions, c'est un test pour les fonctions exécutives. Donc le D2, c'est pour l'attention, et les commissions, c'est les fonctions exécutives. Et les fonctions exécutives, c'est un parcours à réaliser avec plusieurs tâches à accomplir dans un temps donné, avec un planning précis. Et donc, c'est le test des commissions où on mesure le temps pour faire tout le test et le nombre total d'erreurs. Je vous ai mis juste pour rappel, ça c'est le D2 avec les D pour l'attention, pour la mémoire à court terme et de travail, c'est des empamnésiques à rappeler dans l'ordre et à l'envers. Le rappel libre, rappel indice 16, voilà, c'est les 16 mots qu'on fait apprendre, 4 par 4. Et puis ensuite, les rappels 1, 2, 3 et le rappel à 20 minutes et le test des commissions avec les différentes tâches à accomplir. Voilà. Alors, l'autre point, ça a été de déterminer comment on calculait la charge anticholinergique des médicaments. Alors, il y a beaucoup d'études là-dessus, beaucoup de classifications qui existent pour déterminer quelle est la charge anticholinergique de chaque traitement pharmacologique. On a opté pour cette revue de la littérature qui propose une classification de 195 molécules, donc il y avait la plupart de celles qu'on utilise, et qui classe donc la charge anticholinergique avec plusieurs facteurs, un composite, dont l'activité du sérum, entre
basse, modérée et haute. Donc c'est juste en trois possibilités, 1, 2 ou 3, selon le score anticholinergique calculé dans cette classification. Les analyses statistiques qu'on a effectuées avec Stata 13, des analyses multivariées, avec régression multiple, alors avec des données catégorisées, donc pour obtenir un odds ratio, avec un intervalle de confiance à 95% pour rechercher une association entre la charge anticholinergique, donc soit elle était basse, soit elle était haute, supérieure ou égale à 3, selon la médiane, puisqu'on a choisi ce score de 3 parce que la médiane était là, et les performances fonctionnelles et cognitives qui sont elles aussi catégorisées selon la médiane pour chaque score en basse et haute. Donc ça nous permettait, donc, cette analyse, d'explorer si les sujets soumis à une charge anticholinergique élevée étaient plus à risque de présenter un faible fonctionnement et de faibles performances cognitives en comparaison à des sujets soumis à une faible charge anticholinergique et pas cognitive, pardon. On a ajusté donc sur les facteurs confondants, que ce soit des facteurs sociodémographiques qui sont disponibles donc dans Rehabase, l'âge, le genre, le niveau d'éducation, des facteurs cliniques, le diagnostic, la durée de la maladie, le nombre d'hospitalisations, le score CGI, la consommation d'alcool et de cannabis. En deuxième partie, donc c'était suite à des critiques des reviewers, on a aussi regardé si on prenait les variables comme continues et non pas en catégorisant. Et donc, en explorant la charge anticholinergique comme un continuum, puisqu'on fait la somme de tous les traitements anticholinergiques et on obtient un chiffre, et les scores aux échelles cognitives et de fonctionnement au quotidien de manière continue. On a fait une régression linéaire multiple qui nous a permis donc d'explorer aussi l'association entre la charge anticholinergique et le score de fonctionnement et performances cognitives considérées comme des variables continues avec les mêmes variables d'ajustement que j'ai dit sur la diapo d'avant. Donc voilà, au total, 2584 sujets qui étaient inclus dans Rehabase en novembre 2019. On en avait 1017 qui souffraient du trouble du spectre de la schizophrénie, donc 40%, pour lesquels quasiment tous avaient les psychotropes étaient renseignés, donc 99,5%. Dans cette population, donc surtout masculine, célibataire, peu employé, qui peu au travail, avec une pathologie plutôt longue, puisque la durée de la maladie était supérieure à 10 ans pour la moitié quasiment de la population. Concernant les traitements, donc vous voyez, on avait 96,9% des sujets qui avaient au moins un traitement psychotrope et 95% un antipsychotique. Donc, concernant les traitements à activité anticholinergique, on en avait 94% qui avaient au moins un traitement avec une charge anticholinergique au moins 1. Donc déjà, ils ont tous quasiment un traitement avec une charge anticholinergique. Si on regarde par charge anticholinergique, les traitements, donc le pourcentage de personnes traitées dans chaque catégorie, donc pour ceux qui ont une faible charge anticholinergique, on a quand même 81% des sujets et donc 16% qui ont du risperdal ou palipéridone, 12%. On en a quand même 27% qui ont au moins un traitement avec une charge anticholinergique à 2. Et on a quand même un tiers des sujets de la base qui ont un traitement avec une charge anticholinergique élevée. Au moins un traitement avec une charge anticholinergique élevée à 3, puisque la clozapine, siabémazine en font partie. Ouais. Ça fait plus de 200 parce qu'il peut y avoir une combinaison. Ah oui, parce qu'il y a les combinaisons. Oui, parce qu'il y en a qui en ont 2, il y en a qui en ont 1 de chaque côté. Ça rajoute encore. Oui, ça rajoute encore. Donc ensuite, on a regardé donc l'impact que ça avait sur le retentissement au quotidien et sur les performances cognitives. Donc, on a 90% de nos sujets de tout à l'heure là où on avait bien toutes les données pour les données fonctionnelles, c'est-à-dire toutes les mesures, les échelles de qualité de vie dont je vous ai parlé au début, et 61% qui avaient toutes les données cognitives bien complétées. Alors là, vous avez sur ce tableau donc la régression. Donc vous avez en haut les mesures fonctionnelles et en bas les mesures cognitives. Vous avez au milieu donc ceux qui ont une charge anticholinergique faible, low inférieure à 3, et haute supérieure ou égale à 3. Et donc là, on voit que les sujets qui ont une charge anticholinergique élevée
ont 1,7 plus de chances d'être à un stade de rétablissement moindre que ceux qui ont une charge anticholinergique basse. Parce que là, c'est significatif. Pareil, pour le bien-être mental, ceux qui ont une charge anticholinergique élevée ont 1,55 fois plus d'avoir un moins bon bien-être mental que ceux qui ont une charge anticholinergique faible. Et là, c'est pareil aussi pour l'adhésion au traitement. Ceux qui ont une charge anticholinergique élevée ont 2,14 fois plus de chances d'avoir une moins bonne adhésion au traitement que ceux qui ont une charge anticholinergique faible. Concernant les mesures cognitives, et ben là, on retrouve le rappel, libre rappel indicé en différé, le rappel, donc la mémoire épisodique verbale différée, avec là aussi 1,69 fois plus de chances chez ceux qui ont une charge anticholinergique élevée d'avoir de moins bons résultats que ceux qui ont une charge faible. Et par contre, dans le test des commissions, le temps de réponse pour réaliser le test est plus rapide chez ceux qui ont une charge anticholinergique élevée par rapport à ceux qui ont une charge anticholinergique plus faible. Donc là, c'est un autre résultat qu'il faudra qu'on explique. On a fait des analyses de sensibilité, donc pour 890 personnes, on a fait l'analyse limitée aux personnes non traitées par antiparkinsoniens pour voir si c'était pas un effet spécifique du antiparkinsonien. Et on voit que la force de l'association est diminuée, moins forte, uniquement pour ce qui est de la mémoire épisodique verbale. Tous les autres paramètres, la force de l'association restait la même. On a regardé en enlevant les personnes traitées par clozapine, pareil, pour la même raison, voir si ce n'est pas des marqueurs de sévérité ou de posologie ou de sévérité de la maladie. Et là, rien n'était changé. On retrouvait la même chose, les mêmes associations. On a fait un ajustement aussi avec les performances cognitives sur la prise d'anxiolytiques et d'hypnotiques. Parce que évidemment, on sait que les anxiolytiques et les hypnotiques ont un impact aussi sur les fonctions cognitives. Et donc, on a retrouvé que la force de l'association entre la moins bonne mémoire épisodique verbale et charge anticholinergique était augmentée. Donc, voilà. Et l'association pour le temps de la durée de réalisation du test était diminuée. Là, c'est la même chose, mais donc, comme je vous ai dit, on a refait avec les variables continues. Donc, on a repris sur un continuum et on voit qu'on retrouve les mêmes choses, une association entre charge anticholinergique élevée et moins bon bien-être mental. Et ça a un peu bougé, en tout cas, c'était pour vous montrer tout le dernier, une association entre charge anticholinergique élevée et temps de réalisation du test des commissions plus rapide. Ah oui, et une tendance à la significativité, alors c'est dommage, c'est décalé, mais tendance à la significativité pour ce qui est de la mémoire épisodique verbale. Donc, principaux résultats, sur 1012 sujets souffrant d'un trouble du spectre de la schizophrénie, on en a la moitié qui se voit prescrire au moins 2 psychotropes avec une charge anticholinergique, et 1 sur 3 se voit prescrire au moins un psychotrope avec une forte charge anticholinergique. Les sujets exposés à un score élevé de charge anticholinergique présentent un score de rétablissement moins avancé, un bien-être mental plus altéré, une adhésion au traitement plus faible. De la même manière, ils présentent une mémoire épisodique verbale plus faible, une tendance à réaliser les tests de fonction exécutive plus rapides. Donc, pour interpréter ces résultats, donc la plupart des études qui existent portent sur les antiparkinsoniens uniquement. C'est la première où on a été plus large sur la charge anticholinergique qu'uniquement les antiparkinsoniens. Dans leurs études qu'on retrouve, les prescriptions peuvent varier, antiparkinsoniens, de 5,7 à 27,4% dans une étude chinoise. Dans notre étude à nous, c'était 12% dans cette population-là de réabase qui était sous antiparkinsonien. Et sachant que chez les sujets traités par clozapine, c'était 9% qui avaient au moins un antiparkinsonien. On rappelait dans l'article précédent que il y avait pas, les bénéfices à prescrire un antiparkinsonien en association avec la clozapine n'étaient pas du tout supérieurs aux risques qu'on en comprenait, avec le risque de constipation et des risques de complications. Et donc, qu'il n'y avait pas de vraiment rationnel, c'est ce que disait la méta-analyse de Lune en 2019. Mais les antiparkinsoniens sont que la partie émergée de l'iceberg et il faut qu'on optimise donc du coup les prescriptions au-delà des antiparkinsoniens. Donc plus de la moitié des personnes qui se voient prescrire au moins 2 psychotropes, notamment l'oxapine et siamémazine, qui ont des charges particulièrement élevées, qui sont particulièrement ciblées, sachant qu'on a une habitude en France qui est de prescrire avec l'antipsychotique un neuroleptique sédatif assez systématiquement pour apaiser les choses au début.
et que les preuves de cette association sont très limitées. Et c'est aussi la méta-analyse du Lancet 2019 qui rappelle que voilà, c'est pas forcément une conduite à tenir systématique. Notamment ici, si on parle de charge anticholinergique, c'est pas génial. Donc, plainte fréquente des sujets, mais peu d'études sur leur fonctionnement au quotidien, ça je l'avais déjà dit. Et donc là, ce qu'on a trouvé, du coup, c'est qu'on a une réponse pour le fonctionnement au quotidien. La charge anticholinergique est associée à un bien-être mental plus faible et à une moins bonne adhésion au traitement, mais il faut faire attention aux liens de causalité, parce que c'est pas forcément... peut-être que la charge anticholinergique est élevée, c'est un reflet de la sévérité de la pathologie. Peut-être que c'est un reflet de l'augmentation des posologies du traitement aussi, puisqu'on aura tendance à mettre plus antiparkinsonien si on augmente les posologies. Voilà, donc il faut faire attention à ça, mais on a quand même un tout petit peu répondu, puisqu'il n'y avait pas de modification après exclusion des sujets traités par clozapine et antiparkinsonien, qui sont des reflets de la sévérité de la maladie et des posologies antipsychotiques. Donc on a un petit peu répondu à ça. Concernant la charge anticholinergique élevée, mémoire épisodique, verbale plus forte, on a remarqué que l'association était renforcée après ajustement sur les anxiolytiques. Donc ça serait un reflet plus spécifique de l'action anticholinergique sur la mémoire. Donc là, on a vraiment un effet secondaire des anticholinergiques. Et association plus faible après les ajustements sur les antiparkinsoniens. Alors là, est-ce que c'était un facteur confondant, comme je viens de le dire, de la sévérité ou un impact négatif de forte posologie d'antipsychotiques? C'est des questions qui restent. Concernant le temps de réalisation du test aux fonctions exécutives, qui est plus rapide si on a des charges élevées, alors là, c'est vrai que c'est contre-intuitif, on se demande un peu pourquoi, mais on a retrouvé des résultats un peu similaires dans la littérature qui disaient que, en fait, il y avait peut-être, comme il y avait une charge anticholinergique plus élevée à cause des antiparkinsoniens, il y avait moins de symptômes extrapyramidaux et que ça permettait au niveau moteur d'être plus rapide pour remplir ce test qui nécessite des fonctions motrices également. Donc, voilà, une explication possible à ce résultat. Des limites à cette étude, les traitements non psychotropes ne sont pas pris en compte. En fait, on avait voulu le faire initialement, mais c'était pas du tout régulièrement complété, assez systématiquement dans Réhabase, ça ne permettait pas de l'associer. Une population de réhabilitation psychosociale qui n'est pas forcément représentative de la population générale. Donc, c'est moins de sujets pour la recherche quand on a pris les associations avec le fonctionnement et les performances cognitives, puisqu'on avait moins de données complétées, non prise en compte de la sévérité des symptômes positifs, négatifs et des posologies de traitement, parce qu'on n'a pas cette donnée dans la base, et aussi pas de consensus dans la littérature sur comment mesurer la charge anticholinergique, avec plusieurs modalités, on en a pris une. Donc voilà, en conclusion, je dirais qu'il est important d'inclure cette notion de charge anticholinergique dans le plan de soins pour pouvoir envisager l'optimisation des traitements et améliorer le processus et les soins de réhabilitation. Donc, si possible, arrêter les antiparkinsoniens. Si ça n'est pas possible, former des effets secondaires et voir avec la personne à mettre en place des stratégies pour y faire face. Et on conclut que l'amélioration des connaissances des psychiatres sur l'impact délétère de la charge anticholinergique est cliniquement pertinente et d'intérêt pour améliorer les soins de réhabilitation psychosociale. Merci.